Donc, on reprend les vidéos, alors en plus, on va dire, en plus rapide sur la fin du chapitre sur les classes sociales. Donc tout ça, vous l'avez déjà, hein, n'est-ce pas? Vous avez le polycopié. Mais du coup, pour essayer de vous aider à la lecture, je me permets quand même de faire quelques petites remarques sur le polycopié que vous avez. Donc ça va être beaucoup plus succinct, puisqu'on va plutôt se concentrer sur plutôt l'architecture du plan et voilà, les grandes idées, les grandes affirmations. Donc je ne vais pas lire cette fois-ci ce qu'il y a décrit, ok? C'est vous qui lirez, parce qu'a priori, il n'y a pas de problème pour comprendre, mais c'est plus, voilà, comment dire, la logique de la démonstration sur laquelle je vais essayer d'appuyer pour que vous voyez bien où est-ce que je veux en venir. Donc là, on est sur un grand B. Les classes sociales en France, de la pertinence à la remise en cause. Donc, c'est les classes sociales, c'est-à-dire la théorie de Marx. Donc là, vous lisez, il y a un petit commentaire qui vous fait la distinction entre les théories et l'observation de la réalité sociale. Donc vous lirez ça, ça peut... Alors c'est pas vraiment du cours, mais ça vous aide à comprendre un peu les enjeux de la problématique. Ensuite, donc dans un petit 1, donc petit 1 du B, on développe le fait que l'analyse en termes de classe sociale de Marx, elle est particulièrement pertinente pour décrire la classe ouvrière durant les Trente Glorieuses. Si vous vous souvenez de la théorie de Marx, pour qu'il y ait une classe sociale, il faut deux critères. D'accord? Il faut que ce soit une classe en soi. Ça réunit deux critères pour faire une classe en soi. Donc je vous renvoie au plus haut dans le cours. Et il faut également que ce soit une classe pour soi, c'est-à-dire qu'elle ait une conscience de classe et qu'elle ait conscience d'avoir un ennemi de classe contre lequel elle doit se battre pour défendre ses intérêts. Donc on va appliquer la théorie des classes sociales de Marx à la classe ouvrière ou au monde ouvrier des Trente Glorieuses pour voir si les critères classe en soi et classe pour soi sont vérifiés. Alors c'est le cas durant les Trente Glorieuses. Alors, donc la suite de la rédaction, c'est ça. Donc on montre que dans les Trente Glorieuses, on a des classes sociales qui sont clairement délimitées, c'est-à-dire c'est pas un mélange de classes moyennes, hein. Il y a d'un côté les classes ouvrières, de l'autre la bourgeoisie, et que les uns et les autres ont des spécificités culturelles également, c'est-à-dire que c'est des classes, voilà, ce sont des classes en soi, qui ont des points communs. Les gens qui en font partie ont des points communs qui les séparent des autres membres de la société qui sont eux-mêmes appartenant à une autre classe. Donc, bah ça du coup, je lis pas, d'accord? C'est vous qui lisez. Juste au passage, à un moment donné, j'évoque la question de l'habitus. Alors ça, c'est un truc finalement, bah, on l'a pas fait en cours, mais bon, pour aller vite, hein, un habitus, c'est une théorie du sociologue Pierre Bourdieu dont on a déjà parlé. Un habitus, c'est le fait que les comportements des gens sont orientés par un certain nombre de ce qu'on appelle des dispositions, c'est-à-dire des tendances à se comporter d'une certaine façon plutôt que d'une autre manière dans certains contextes. Voilà. On va dire en des termes voilà, plus contemporains, mais que vous ne pouvez pas utiliser, c'est un peu le logiciel qu'il y a dans votre tête, voilà, qui fait que vous allez agir d'une certaine façon ou d'une autre, et de manière inconsciente. Voilà, c'est un peu comment vous êtes programmé dans votre tête, c'est ce que Bourdieu appelle l'habitus, et selon les classes sociales, on n'a pas le même habitus. Ok. D'ailleurs, dites-vous bien que l'habitus, c'est l'aboutissement du processus en fait de socialisation que vous connaissez bien de l'année dernière. Donc voilà, l'habitus, c'est vous avez développé un habitus parce que grâce à la socialisation qui dépend de votre milieu social, de votre classe sociale, et vous aurez un espèce de logiciel spécifique qui va conditionner, orienter fortement vos comportements et vos visions du monde. Bon, alors je passe rapidement sur tout ça, donc c'est des éléments historiques, voilà, sur le rôle de la Fondation de la Sécurité sociale, de grands personnages qui y ont contribué, le rôle des cotisations sociales. Bon, tout ça, ça montre l'existence d'une classe ouvrière, une classe en soi, avec des gens qui ont des points communs. Donc des exemples, voilà, comme d'habitude, pour faire des bons AEI. Bon, quelques photos pour agrémenter tout ça de personnages très importants. Alors vous ne le savez probablement pas, mais c'est pas des gens qui sortent de nulle part. Pierre Larocque est très connu, hein. Ambroise Croizat est beaucoup moins connu, mais bon, on essaye comment dire, de le ressortir plus souvent parce que voilà, il a été un peu oublié alors qu'il a beaucoup contribué à la sécurité sociale, à la mise en place de la sécurité sociale. Bon, je passe. Deuxième partie, le petit b, c'est montrer que bah, du coup la classe ouvrière, en plus d'être une classe en soi, elle est une classe pour soi. Donc ça veut dire qu'elle aurait une conscience de classe durant les Trente Glorieuses.
Donc là, il y a tout un raisonnement, tout un développement pour montrer que c'est une classe consciente d'elle-même, de ses intérêts, qui a conscience d'être en conflit avec la bourgeoisie pour des questions de partage de richesses, hein, notamment le partage de la valeur ajoutée, et qui donc se mobilise pour défendre ses intérêts. Donc ce qui fait que la classe ouvrière est bien une classe pour soi, durant les Trente Glorieuses, ce qui colle très bien avec la théorie de Marx des classes sociales. Donc pareil, vous lirez tout ça, ça explique un peu le rôle des syndicats, du Parti communiste français pour mobiliser les gens, voilà. Et on arrive à une classe pour soi. Alors juste quand même, c'est quand même intéressant de le mentionner, vous avez un petit exemple de mobilisation de grève durant l'année 1968. Et donc l'article dont il est question là, eh bien, fait mention du début de la grève dans l'usine de Cléon, une Renault de Cléon. Vous voyez, c'est juste à côté de Rouen. Donc vous voyez, c'est marrant, hein, l'histoire. L'histoire, bah, c'est pas juste de l'histoire, hein, c'est du réel. Hein, c'était près de chez vous. Enfin, il y a quelques décennies, mais. Donc l'usine qui existe toujours d'ailleurs. Alors on passe au petit 2. Donc là, c'est pour dire que les classes sociales sont moins pertinentes depuis, en tout cas, l'analyse des classes sociales est moins pertinente depuis les années 1980. Alors, bon, bah écoutez, je vais faire une pause, comme ça on va faire des petites vidéos vraiment pour pas vous décourager. Donc, hop, je fais pause et je reprends pour le petit 2 sur la remise en cause des classes sociales à partir des années 80, notamment en raison de ce qu'on appelle la moyennisation, processus de moyennisation. À tout de suite.